Retour sur le plateau de Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. Donc l'ambassadeur d'Allemagne en France, Nikolaus Meyer-Landrut. Et nous a rejoint sur ce plateau Christophe Boisbouvier. Bonsoir. Bonsoir, Roselyne. Journaliste à RFI, grand spécialiste du continent africain, une voix de RFI qui vient d'écrire Hollande, l'Africain, aux éditions de La Découverte. On va en parler dans quelques instants, mais nous avions encore, avec Jean-Marie, quelques questions à poser à Monsieur l'ambassadeur. Moi, j'avais une question qui m'intéressait. Dans le fond, Angela Merkel, elle a surpris tout le monde en étant la première à donner l'exemple sur les réfugiés. Et Dieu sait si elle était taxée d'égoïsme. C'était Bismarck en jupon. Comment expliquez-vous que Merkel soit devenue un peu... d'un seul coup, la mama et dans le fond, la figure d'une Europe généreuse, elle, comparée à Harpagon pendant la crise grecque, qui ne voulait pas lâcher ses pièces d'or. Quelle mutation il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé chez Merkel? Est-ce qu'elle l'a fait pour ses valeurs? Est-ce qu'elle l'a fait pour son pays? Ou est-ce qu'elle l'a fait pour elle-même, pour changer son image? Je pense que ceux qui cherchent une mutation, en fait, ne connaissent pas bien Angela Merkel. Et vous la connaissez bien, parce que vous avez travaillé longtemps avec elle, vous étiez son conseiller. Elle a été marquée par la chute du mur. Elle est entrée en politique quand elle avait 35-36 ans. Et pour elle, le sens de la liberté, des valeurs européennes, c'était ça à quoi cette génération, en Allemagne de l'Est et peut-être dans d'autres pays de l'Est, ont aspiré pendant des années. Donc, sa politique est basée sur la défense de ses valeurs et c'est la protection de l'être humain, c'est aussi le droit à l'asile. Et dans cette situation où il y avait une telle demande, pour elle, c'était évident que l'Allemagne et l'Europe devraient vivre ces valeurs. Donc, peut-être ça a surpris, mais c'était au fond d'elle-même. En tout cas, Angela Merkel a fort à faire aujourd'hui avec le problème Volkswagen. On sait que les responsables politiques allemands sont assez proches de l'industrie automobile, que l'industrie automobile est un fleuron, que, je ne sais pas, il y a quelque chose comme un emploi sur 7 ou un emploi sur 8 en Allemagne qui est relié à l'industrie automobile. Comment passer ce choc Volkswagen? Comment faire en sorte que l'entreprise puisse repartir si elle n'est pas durablement et fortement affectée? Bon, l'entreprise doit faire preuve de transparence maintenant. C'est ça ce que le gouvernement lui demande d'une manière très, très pressante. Il y a besoin de savoir ce qui s'est passé. Il y a besoin de clarifier les responsabilités pour qu'un nouveau départ est possible. Donc, ce type de procédé nuise à Volkswagen, peut-être au-delà. Mais la seule manière d'avancer, c'est de créer maintenant une transparence la plus totale sur ce qui s'est passé. Au-delà à l'image de l'Allemagne elle-même d'ailleurs, mais Volkswagen, ce n'est pas seulement une réussite industrielle éclatante, c'est aussi un modèle social. Je veux dire, travailler chez Volkswagen, dans une des marques de Volkswagen, c'était socialement extrêmement intéressant. Et les dirigeants ont annoncé une cure d'austérité assez rude, assez dure. Est-ce que ça ne va pas malgré tout affecter l'ensemble du système allemand? Je ne pense pas que ça affectera le système allemand. Les différentes entreprises ont connu des difficultés dans des moments différents. Volkswagen aussi a déjà connu des périodes difficiles. La clé du modèle social allemand dans ce contexte, c'est la concertation sociale à l'intérieur de l'entreprise entre les responsables et les représentants syndicaux. Oui. Et juste pour dernière question, d'abord, est-ce que vous roulez, vous, en Volkswagen? Non. Non. C'est pas bien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est pas bien ou c'était prudent? Je ne sais pas. Au moins, vous dites les choses. À votre avis, est-ce que les automobilistes, est-ce que les clients vont pardonner à Volkswagen? Parce que dans le fond, ce qui a été mis en cause pour les Allemands, c'est la probité allemande. Pour rétablir la confiance aussi avec les clients, il faut que Volkswagen explique ce qui s'est passé. Et il faut qu'elle fasse aussi le nécessaire pour rétablir les voitures dans un état conforme.
Et Volkswagen a annoncé de faire ces choses. Donc maintenant, on va suivre de près la mise en œuvre. Merci Monsieur l'ambassadeur, vous restez avec nous si vous le voulez. Nous accueillons donc Christophe Boisbouvier, donc journaliste, je vous le disais, à RFI, grand spécialiste du continent africain, une voix de RFI et surtout une expertise. Et dans votre livre qui sort dans quelques jours aux éditions de la Découverte, eh bien, vous analysez la mutation de François Hollande en chef de guerre sur le terrain africain et surtout vous expliquez comment il s'est construit un destin sur ce continent alors qu'il n'y connaissait pas grand-chose, à vrai dire rien, puisqu'il ne s'intéressait pas à la politique étrangère, a priori, puisqu'il était au Parti socialiste et les affaires nationales le passionnaient plus que la politique étrangère. Mais avant d'en parler, on va peut-être se rafraîchir la mémoire avec Laure Wagner, et on en parle après. Février 2013, François Hollande est accueilli en héros à Tombouctou. La foule est en liesse. En moins d'un mois, l'opération Serval, conduite par l'armée française aux côtés des troupes maliennes, a permis de reprendre la ville aux djihadistes et de stopper leur avancée vers la capitale. 3 mois plus tôt, lors d'un entretien accordé à France 24, RFI et TV5 Monde, le président français assurait pourtant que la France n'interviendrait pas au Mali. Alors pourquoi un tel changement de stratégie ? Serval répond à la demande des autorités maliennes dépassées par la crise. C'est une opération de soutien aux forces africaines, comme le rappelle François Hollande à son arrivée à Bamako. La France n'a pas vocation à rester ici au Mali, parce que ce sont les Maliens eux-mêmes, les Africains, qui assureront la sécurité, l'indépendance, la souveraineté. C'est ainsi que je conçois les relations entre la France et l'Afrique, le respect, la démocratie, la transparence. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Exit la France-Afrique. Hollande veut travailler d'égal à égal avec les pays africains et se différencier ainsi de la politique de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Je veux lancer maintenant un cri d'alerte, comme je l'avais fait l'année dernière sur le Mali. L'alerte concerne la Centrafrique, petit pays ravagé depuis trop d'années par des coups d'État et des conflits. Et aujourd'hui, c'est le chaos qui s'est installé. Et les populations civiles, une fois encore, en sont les victimes. Nous devons mettre un terme à ces exactions, qui prennent d'ailleurs aussi une forme confessionnelle. Face à l'urgence humanitaire en Centrafrique, François Hollande reprend ses habits de chef de guerre 10 mois plus tard. Comme pour Serval, la France obtient l'aval de l'ONU et l'opération Sangaris s'est présentée comme une force d'accompagnement de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Dans les deux cas, l'objectif est le retrait rapide des troupes au sol. Mais aujourd'hui, la France est encore engagée dans le cadre de l'opération Barkhane qui a remplacé Serval au Mali et avec Sangaris en Centrafrique. Si Serval a permis de repousser les groupes armés hors du Mali, elle n'a pas éradiqué la menace terroriste dans la région. En Centrafrique, la situation humanitaire est toujours précaire et aucun processus de réconciliation n'a abouti entre les responsables politiques. Donc Christophe, Laure le rappelait dans le sujet, je viens de vivre sans doute la journée la plus importante de ma vie. C'est vrai que ça a étonné beaucoup de monde, notamment en France, parce qu'on avait le sentiment que eh bien, ça faisait pas si longtemps qu'il avait été élu et que la première journée la plus belle de sa vie politique, ce serait son élection. Comment vous décryptez cette phrase au moment où il le dit? Est-ce qu'il est emporté par l'émotion? Pourquoi il prononce cette phrase? Ce livre, je l'ai fait en hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, hein, les deux reporters de RFI qui ont été assassinés il y a 2 ans et tous les téléspectateurs de France 24 s'en souviennent. Bien sûr. Ils m'ont appris, Ghislaine m'a appris la parole libre, la pensée libre. Donc j'ai essayé d'aller derrière ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'entendre. On a un François Hollande très assuré, le ton ferme, la voix un peu de stentor. En fait, c'est pas si simple. François Hollande, quand il arrive aux affaires africaines, quand il arrive à l'Élysée et qu'il doit se coltiner ses affaires africaines, il n'est pas sûr de lui du tout. Parce qu'en effet, pendant toute sa carrière politique, les 25 ans qui ont précédé, il s'est tenu très très loin des affaires africaines. La seule fois qu'il s'en est approché un peu, c'est sur la Côte d'Ivoire. Il s'est brûlé les mains. Hein.
donc il n'est pas sûr de lui. Et finalement, en tâtonnant, en essayant de voir comment approcher notamment cette affaire malienne, il y a Serval en janvier, il s'en sort bien, et en février, c'est un grand soulagement quand il arrive à Tombouctou, à Bamako, et qu'il voit que finalement l'opération s'est pas trop mal passée. Je pense qu'il y a de ça, il y a une sorte de libération, ça y est, je suis digne d'être président, vous voyez. Ouais. Donc il est allé chercher une sorte de légitimité aussi sur le terrain africain. Jean-Marie ? Moi, je voudrais sortir un peu de ce cadre strictement franco-français, bien qu'on va y revenir, parce qu'il est intéressant. Mais comme vous connaissez très très bien l'Afrique, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contresens historique pour nous, aujourd'hui, à regarder l'Afrique avec un maximum de distance? Quand je dis nous, c'est l'opinion peut-être, hein, avec un maximum de distance, à un moment où la Chine quadrille l'Afrique, sur le plan économique, sur le plan religieux, l'Arabie Saoudite a construit des mosquées un peu partout, et on a une Afrique qui est présentée comme la prochaine frontière du développement, donc promise à un développement extrêmement rapide, en proie à des problèmes interreligieux et de terrorisme très fort, et avec une Chine qui regarde ça avec beaucoup d'appétit, compte tenu de ce qu'est la nécessité pour la Chine de s'approvisionner en permanence en matières premières. Donc est-ce que nous, le regard qu'on est amené à porter sur l'Afrique, à cause de la France-Afrique, à cause de la critique qu'on pouvait faire sur la manière française d'aborder l'Afrique, est-ce qu'on n'est pas in fine dans un contresens historique ? Alors, mais je parle en sortant du cas Hollande. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un désintérêt de l'opinion publique française pour l'Afrique. On a senti justement au moment du Mali un vrai soutien national à l'Assemblée nationale, dans l'opinion publique, dans les sondages. On a senti d'ailleurs très très vite un soutien de toute l'opinion publique à l'action Serval des militaires français. Je pense que c'est vrai que la France-Afrique, dans ce qu'elle a d'affairiste, de clientéliste, a éloigné les Français de l'Afrique pendant quelque temps. Je pense notamment à cette interview, cette fameuse interview de Robert Bourgi au Journal du Dimanche en septembre 2011. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. Chirac, ouais. Les mallettes. Philippin qui porte les mallettes de Chirac. Ça, c'est désastreux pour l'image, en effet, que ça peut donner de l'Afrique à l'opinion publique française. Mais je crois que les Français savent faire la part des choses, quoi. Si vous voulez, il y a en effet ça. Et je crois que jusqu'à présent, j'ai travaillé, j'ai passé quand même une petite année d'enquête pour ce livre. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé, mais peut-être que les faits vont me démentir dans les mois qui viennent, j'ai pas trouvé l'équivalent d'un Robert Bourgi ou d'un Patrick Balkany dans l'entourage de François Hollande. Voilà. Mais juste avant de revenir précisément à François Hollande, comment regardez-vous vous-même, en spécialiste de l'Afrique, la disparition de la Grande-Bretagne, qui historiquement était un acteur africain, un acteur au point d'être regardé en permanence par la France comme quelqu'un qui cherchait justement à contrarier à chaque fois les intérêts français ou les opérations françaises, etc. Or, aujourd'hui, on constate, par exemple au Nigeria, face à Boko Haram ou dans d'autres endroits, la complète disparition de la Grande-Bretagne comme acteur stratégique en Afrique. Moi, je dirais d'abord que la disparition de la Grande-Bretagne, elle n'est pas si vraie que ça au plan économique et commercial. Au Nigeria, les grandes sociétés britanniques, à commencer par Shell, par BP, sont présentes. Mais aussi de grandes de PME, etc., de grandes entreprises britanniques. Donc les Français sont en avant sur le plan politique, les Britanniques sont derrière sur le plan commercial. Deuxième chose, je pense que si la France est si présente en Afrique, c'est aussi pour être une plus grande France, pour pouvoir continuer de vivre comme une puissance moyenne, comme l'idée qu'elle se fait d'elle-même, la France. La Grande-Bretagne n'a pas besoin de l'Afrique pour se sentir une grande nation. Elle a le reste du monde. Le reste du monde parle sa langue. Les Français, qu'est-ce qu'il leur reste de la langue française? Il leur reste les Africains. C'est la thèse de Mitterrand, que Mitterrand expose en 1986 quand ils fondent la francophonie, l'OIF. Il l'explique même dans les livres qu'il écrit sous la 4e République. Sans l'Afrique, la France n'aura plus d'histoire au XXIe siècle. Les Anglais n'ont pas besoin de l'Afrique pour ça. Alors, si on peut en venir à François Hollande, moi j'aimerais comprendre comment vous expliquez... Parce qu'il y a beaucoup de politiques françaises aussi pour amener François Hollande sur le terrain africain. Il y a beaucoup de politiques françaises autour. Comment vous expliquez sa vitesse d'exécution
sur les dossiers internationaux et, on va dire, sa mollesse ou son indécision sur les dossiers de politique intérieure. Pourquoi il devient, en si peu de temps, un chef de guerre et un homme qui prend des décisions très vite, très fermes, très rapides? Alors, chez François Hollande, il y a d'abord une vraie culture de l'action. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait, il n'est quand même pas totalement ignare des affaires internationales. Hein. Il a été, il ne faut pas l'oublier, dans les années 80, à l'Élysée, auprès de François Mitterrand, puis à la communication de directeur de cabinet de Max Gallo, porte-parole du gouvernement Mauroy. Il a un certain nombre d'idées, hein, quand même, sur les affaires internationales. Il a un mentor. Dont on ne parle pas beaucoup et pourtant qui est un monsieur très important dans son entourage, c'est Hubert Védrine. Hubert Védrine, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans la façon dont François Hollande, depuis les années 90, apprécie les grands dossiers du Moyen-Orient et de l'Afrique. Qui est un grand partisan de la réelle politique. C'est un homme qui s'entoure. Il s'entoure. Alors, il y a un triangle hein, dans le processus de décision sur l'Afrique depuis 3 ans. Il y a un triangle Hollande, Fabius, Le Drian. Il va avoir du mal à se séparer de Le Drian si jamais Le Drian gagne, Le Drian et le Parti socialiste gagnent les régionales en Bretagne. Et puis, vous dites qu'il hésite plus sur le plan national que sur le plan international. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Roselyne. Moi, je pense qu'avant Serval, dans les 3 mois qui précèdent l'opération française au Mali, il a 2 plans dans sa poche. Dans la poche droite, il a le plan A, la France n'intervient pas. Dans la poche gauche, il a le plan B, la France intervient au cas où. Et il garde les 2 plans dans sa poche. En fait, il ne se décide qu'au dernier moment. Il hésite et au dernier moment, il se décide. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur les sujets économiques et ça de dépend, politique nationale, lesquels, Roselyne. Ça dépend lesquels, Roselyne. Si on prend par exemple le choc fiscal, décidé au mois de septembre 2012, peu après son arrivée à l'Élysée, il n'a pas hésité un seul instant. Il met quand même du temps à faire son virage social-libéral et il lui reste peu de temps pour réformer. Bon. Ah ça oui, il reste très peu de temps, voilà. Ça vous avez tout à fait raison. J'ai été mal comprise. Voilà. C'est une erreur judiciaire. Voilà. Peut-être... Vous avez... Non, mais je trouve que c'est... comment regardez-vous en même temps la suite? Parce que, par exemple, moi, on sourit quand on le revoit dire « nous ne sommes pas là pour rester au Mali », mais on est dans cette région depuis 40 ans, un peu plus même. Il faut se souvenir des opérations, par exemple au Tchad, contre l'armée de Kadhafi, ainsi de suite. Il gère mieux que comment regardez-vous l'après, justement? Comment regardez-vous le futur immédiat? Comme une vraie situation à problème qui a été bien décrite par 2 députés qui ont fait un rapport sur la présence française en Afrique il y a 6 mois. 2 députés, un de la majorité, un de l'opposition, mais qui ont fait le rapport ensemble et qui disent bien que si Barkhane, qui est donc l'opération qui succède à Serval et qui est maintenant déployée sur 5 pays du Sahel, reste plusieurs années, elle risque de se transformer aux yeux d'une partie de l'opinion publique sahélienne comme une armée d'occupation. Donc c'est un vrai défi. Moi, je serais François Hollande, hein, je me dépêcherais de demander aux Africains de constituer leur propre force pour que l'armée française ne s'incruste pas en Afrique. Hein. En matière de force africaine, il n'y a guère que les Tchadiens qui soient, j'allais dire, à la fois fortement présents et efficaces. Les autres tardent à se mettre en place. Oui, et ce qui crée d'ailleurs un virage dans la politique de François Hollande au moment de Serval. La première année de son passage à l'Élysée, il veut vraiment rompre avec les amitiés françaises, avec les régimes autoritaires en Afrique, et notamment avec le régime tchadien d'Idriss Déby. Et puis du moment où les Tchadiens, comme vous dites... qui était il y a quelques jours à l'Élysée, Idriss Déby. À partir du moment où les Tchadiens interviennent dans le massif des Iforas... pour aider Ils deviennent des partenaires. Ils deviennent des partenaires et Idriss Déby devient incontournable. Alors oui, on le voit aussi même avec le Cameroun, avec les otages. Mais alors c'est vrai que vous le rappelez dans votre livre, il met au fronton de sa diplomatie la démocratie, il ne veut pas d'élections truquées, les droits de l'homme, mais la réelle politique, comme dirait Védrine justement, le rattrape et il doit compter effectivement tous ces potentats. Il arrive à... Est-ce que ce côté un peu paternaliste qu'on reprochait à certains, comment il a pu en jouer? Comment il a pu à la fois tranquillement les remettre à leur place, on va dire, et puis en étant à ce qu'ils soient des partenaires
Il y a une formule qui le résume assez bien, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Donc il y a des régimes autoritaires sur lesquels il fronce les sourcils. 3 semaines avant la chute de Blaise Compaoré, il lui envoie une lettre pour lui dire il faudrait peut-être, cher ami, que vous laissiez tomber votre projet de rester au pouvoir et je vous offre la présidence de la francophonie. Et puis quand il voit d'ailleurs que Blaise est sur le point de tomber, il fait fuiter la lettre dans Jeune Afrique. Alors là, c'est le côté, comme vous dites, hein, je défends les démocraties. Et puis vous avez le même François Hollande qui, vis-à-vis de Joseph Kabila, après avoir bombé le torse en 2012, le président du Congo-Kinshasa devient très accommodant maintenant, car évidemment, 70 millions d'habitants, c'est un grand marché pour les entreprises françaises. Donc il est sans arrêt dans un entre-deux. Sans avoir l'air de donner des leçons, mais tout en... Et on va voir, là vraiment, les mois qui viennent vont être décisifs. Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, annonce un référendum pour le 25 octobre pour pouvoir rester au pouvoir l'année prochaine. François Hollande est radicalement contre, hein, il ne s'en cache pas, mais en même temps, quelle politique, comment il va jouer, comment il va manifester son opposition, c'est une vraie interrogation. Moi, je me disais en vous lisant que pour un certain nombre de dirigeants africains, il faudrait être, d'une certaine façon, se mettre à leur place parce qu'ils voient passer, eux, des présidents et ils sont toujours là. Des décennies vous nous citez des dirigeants africains qui étaient là déjà il y a 20, 25, parfois 30 ans. Et ils voient les présidents passer. Ou des fils d'eux. Ou des fils d'eux. Ils voient les présidents français passer. Ali Bongo. Et dernière question. Le Mali, c'est très court, hein, on me dit dans l'oreillette, il faut rendre bientôt. Le Mali change le président Hollande ? Oui, il lui permet. Moi, je pense que c'est cette fameuse petite phrase qu'on a vue. C'est en creux, c'est l'aveu d'une blessure d'amour-propre de l'époque de la primaire socialiste. François Hollande, c'est le grand méchant mou, disait Martine Aubry. Et là, voilà, ça y est. Ouais. Merci beaucoup, Christophe Boisbouvier. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Hollande l'Africain. C'est aux éditions de la Découverte. Voilà, c'est un livre très documenté, une grande enquête. Et c'est passionnant. Merci beaucoup, Christophe. Merci. On vous retrouve, bien sûr, pour l'invité du matin sur RFI. À quelle heure ? À heure de Paris, c'est à 6h40 et 8h40. Très bien. Merci, c'est un peu tôt pour nous. On écoutera. 8h40 quand même. Ah oui, non, 6h40, je pense. Merci Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite, merci.